me présente quand même, parce que je pense pas qu'on se soit rencontrés déjà. Je m'appelle Jean-Yves Poirier, je suis rédacteur technique aux rédactions des éditions La Rivière, Voile Magazine, Motorboat et Neptune Yachting, et je m'occupe essentiellement des sujets ayant trait à l'équipement, dont évidemment le secteur de l'énergie. Avant de poser, peut-être d'aborder la question strictement matérielle, peut-être de poser le cadre général de ce que c'est que l'énergie à bord. Il ne faut pas oublier, je pense que c'est un point important, que le bateau ici, c'est une centrale électrique à lui tout seul qui va se déplacer. Donc vous allez être votre propre producteur d'électricité. Il existe un certain nombre de moyens autonomes, plus ou moins propres, mais ces moyens doivent forcément être équilibrés par rapport à la consommation que vous avez. Alors la première chose qu'il faut donc se poser, c'est combien je dépense. Quel est mon bilan électrique? Dans ce domaine, il n'y a pas 36 solutions, il faut prendre son calepin. Je vous ai mis ici quelques exemples de bilan électrique, où vous allez faire la liste de tout, en fonction des programmes de navigation. Évidemment, il va être très différent. La consommation, on va par exemple passer à peu près une cinquantaine d'ampères par jour sur un petit déboat, à 240 ampères sur un bateau de croisière confortable. En navigation, et au mouillage, il va dépenser grosso modo à peu près la moitié. Ensuite, un croiseur hauturier, il va être à peu près, lui il va au maximum en navigation à plus de 300 ampères. Bien entendu, c'est très variable en fonction de votre équipement. Mais concrètement, il va falloir faire la liste de tous les consommateurs, connaître sa consommation en ampères, et évaluer également l'utilisation par 24 heures, de manière à pouvoir faire la durée d'utilisation et ensuite la consommation journalière. Une fois que vous en êtes arrivé là, ça va vous permettre de dimensionner le système dont vous disposez. Dans les systèmes de production, bon, celui qui est vendu d'origine, si j'ose dire, ça va être l'alternateur de votre bateau. Son avantage, on va dire, c'est qu'il a une production qui est importante, mais il faudra, en particulier sur un voilier, forcément que vous ayez un nombre de marches au moteur qui va compenser votre consommation. Dans la pratique, vous voyez, la plupart des alternateurs, on va tourner entre 50 à 90 ampères en moyenne, les alternateurs haute puissance allant jusqu'à 200 ampères. Le problème, c'est que plus vous allez monter en puissance, plus la puissance exigée du moteur va être importante. Donc forcément, la marche au moteur va aussi, et la consommation va s'en porter. Donc ça peut être un petit peu embêtant. D'autre part, sur un voilier, en principe, on évite au maximum la marche au moteur. Donc c'est pas forcément... L'alternateur n'est pas une solution universelle, et d'ailleurs aucune. L'autre gros producteur d'électricité, ça va être les groupes électrogènes. La puissance la gamme de puissance est très élevée, de 1 à 50 kW, voire plus, hein, selon les modèles. L'avantage, c'est qu'il est immédiatement disponible. L'inconvénient, c'est que c'est tout sauf très vert. Je pense que tout le monde apprécie modérément le bourdonnement des groupes électrogènes au mouillage ou que ce soit d'une manière générale. Donc c'est pas... Là aussi, c'est une solution qui est certes efficace, mais qui n'est pas forcément la mieux adaptée, en tout cas qui n'est pas très verte. Ici, dans cette partie-là, j'avais rajouté la pile à combustible. On a beaucoup misé sur la pile à combustible dans un premier temps, parce que comparé à un groupe électrogène, elle a un fonctionnement silencieux. Elle n'a pas d'émanation nocive à part de l'eau. Mais l'inconvénient, c'est commercial. Il y a peu de concurrence actuellement sur les piles à combustible. Il y a peu de fabricants. Et l'hydrogène, puisque si en réalité c'est une pile à hydrogène, l'hydrogène doit être extrait d'un liquide, en l'occurrence c'est le méthanol. Et ce méthanol, il vaut quand même à peu près 38 € les 5 litres. Et la consommation est relativement importante, hein, puisque par tranche de 100 ampères, on arrive à peu près 1,5 litre. Alors multipliez ça par le nombre de jours et votre consommation journalière, ça finit par faire une consommation de carburant qui est loin d'être négligeable.
Il faut la stocker à bord, c'est un carburant inflammable, donc là non plus, c'est pas la panacée, quoi, hein. Alors après, on rentre dans des productions un petit peu plus vertes, qui est celle de l'éolienne. L'avantage aussi de l'éolienne, comme c'est un alternateur entraîné par une hélice, c'est que sa production peut être élevée, mais il y a deux inconvénients, enfin il y en a même plusieurs. Le rendement est très variable selon la météo, forcément, il y a du vent, il n'y en a pas. En navigation, elle ajoute un fardage qui est quand même loin d'être négligeable, d'autant que pour que son rendement soit correct, il faut plutôt la mettre en hauteur. L'inconvénient aussi, c'est qu'au portant, la vitesse apparente du bateau va se déduire de celle de l'éolienne, ce qui fait que le rendement est plutôt plus faible aux allures portantes qu'au près. Et comme tout le monde, on préfère plutôt naviguer au portant qu'au près. Même chose dans les mouillages, on va plutôt se mettre dans des mouillages à l'abri du vent que le plus venté possible. Donc le rendement pratique, alors il est sur le papier, on a des rendements très élevés, hein, du style par exemple ce modèle-là, la D400, elle est annoncée à 500 watts à 40 nœuds. Sauf que dans la pratique, vous n'allez pas vous mettre dans un mouillage à 40 nœuds, donc c'est un petit peu théorique, quoi. Toujours dans les énergies un peu alternatives, je pense qu'actuellement c'est sûrement le domaine du panneau solaire qui est certainement le plus en évolution aujourd'hui. Et parce que dans la pratique, il a quand même de nombreux avantages. Un, il est totalement silencieux. Il n'a aucun entretien, ce qui n'est pas le cas de tous les équipements que je vous ai montrés avant. Le rendement, alors là aussi, il est malheureusement moins important que les précédents, mais étant donné qu'on peut aussi multiplier la surface, on finit quand même par avoir une production qui est assez intéressante. L'inconvénient qu'il a aussi, c'est que la production n'est pas constante. C'est comme l'éolienne, c'est lié à des conditions météorologiques et en particulier l'ensoleillement. Donc évidemment, il va varier en fonction de la zone de navigation et la production est nulle la nuit. Voilà. Si vous regardez ici, c'est le tableau qui est le plus intéressant. En rouge, c'est surtout la colonne en rouge qui est la plus intéressante. C'est la production en ampère-heure cumulée moyenne sur 9 jours par mètre carré, ramenée au mètre carré par panneau. Et si vous regardez en fonction, quelle que soit la technologie des panneaux, ici le prix varie de, je ne me souviens plus, c'est dans le truc, c'est de 1 à 4, quelque chose comme ça. La production est quasiment la même, il n'y a pas une énorme différence, quel que soit le régime du panneau. Oui, c'est un petit détail aussi. Donc ici, vous avez de nouveau un tableau, un bilan électrique qui permet par exemple de voir combien vous pouvez gagner en passant avec des solutions de moindre consommation. Je pense qu'aborder l'énergie, c'est aussi se poser la question de la production avec tous ces éléments qu'on est en train de passer en revue. Mais c'est peut-être aussi de réfléchir à est-ce qu'il est possible de consommer moins. Essayer d'être le plus sobre possible, ça veut dire peut-être effectivement changer les éclairages conventionnels avec des ampoules à filament, passer à des ampoules à LED, des groupes froids avec une consommation moindre. Voilà. Donc au niveau des prix, voilà, le panneau le moins cher est à peu près à 180 €. Le plus cher était à 1299 €, donc ça fait même de 1 à 8 pratiquement. Et en réalité, la production est quand même relativement identique. Ça, c'est peut-être aussi une voie intéressante pour la suite. C'est des voiles, des cellules photovoltaïques qui sont intégrées à la voile. Pour le moment, ça reste encore des productions plutôt prototypes ou un petit peu sur mesure, on va dire. Il n'y a pas vraiment de production de série de ce genre de technique, mais rien n'empêche d'imaginer que par la suite, ça résolverait les problèmes d'ombre portée, d'exposition, etc. Ensuite, dernière famille de producteurs intéressants, c'est tout ce qui est hydrogénérateur. Étant donné que l'eau a une masse 800 fois supérieure à celle de l'air, le rendement de l'hélice est beaucoup plus important. Donc ça permet d'avoir des diamètres de rotor. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une éolienne sous-marine. Mais l'inconvénient majeur de l'hydrogénérateur, c'est qu'il introduit quand même une certaine traînée. Alors elle peut être plus ou moins importante selon le type de matériel, évidemment. Le plus performant, à ma connaissance, étant la série Dwat-NC, qui, eux, prélèvent très peu d'énergie du bateau. Les autres, un petit peu plus.
Mais par contre, on est un petit peu dans le même cas de figure que l'éolienne. La puissance de l'hydrogénérateur est élevée, donc il est susceptible de produire une quantité importante d'énergie en relativement peu de temps. L'inconvénient, bien sûr, c'est que ça ne marche, enfin la production n'a lieu que quand on marche à la voile. Donc c'est plutôt un matériel qui va être très adapté pour les gens qui font de la grande croisière, donc qui font des grandes traversées, des choses comme ça. Et là, ils auront une capacité de production très confortable par rapport à la consommation du bateau. Les systèmes d'énergie renouvelable sont liés aux conditions environnementales. Donc ces conditions peuvent être tellement variables que c'est très difficile de sortir. Dans certains cas, on aura des chiffres élevés, dans d'autres beaucoup moins. Donc c'est un petit peu difficile, mais enfin on peut compter que sur une éolienne, ça va être à peu près par jour une 50aine d'ampères. Un panneau solaire, une 60aine d'ampères, dans les conditions évidemment les plus favorables. Donc à peu près 175 ampères pour un hydrogénérateur à 6 nœuds et une pile à combustible de 70 à 200 ampères. Pour reprendre donc un petit peu ce que je vous avais dit tout à l'heure pour l'éolienne, l'inconvénient c'est aussi les vibrations. Alors le montage de l'éolienne souvent se fait sur un mâtreau. J'ai remarqué que beaucoup utilisaient des câbles par exemple en inox et il serait préférable de mettre plutôt des câbles en textile qui transmettent moins les vibrations, d'essayer de soigner, mettre un CN block à la base, éviter au maximum de transmettre les vibrations de l'appareil à la structure. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Également, essayer de le mettre suffisamment en hauteur pour éviter tout accident avec les équipiers qui sont en dessous, parce que quand il y a du vent, les pales tournent quand même vite. Il y a beaucoup de modèles qui n'ont pas de système de frein. Alors ça, c'est un petit peu embêtant, parce qu'après, il faut pouvoir l'arrêter. C'est un petit peu les détails qu'il faut regarder si vous vous intéressez aux éoliennes. L'hydrogénérateur, bien, je viens d'en parler, donc il fonctionne qu'en route, les investissements sont quand même relativement élevés. Les panneaux solaires, donc, à mon avis, je pense au jour d'aujourd'hui, c'est certainement la technologie qui fait le plus de progrès en termes de rendement, tout en sachant qu'au niveau de la puissance qu'on peut tirer au mètre carré, au jour d'aujourd'hui, ça va guère dépasser les 100 watts. Hein. Ça paraît très difficile dans les techniques actuelles de dépasser la centaine de watts par mètre carré, sachant que sur un voilier, vous avez 2 croisières, il y a forcément une surface disponible qui est relativement importante, donc vous pouvez multiplier les panneaux, ce qui permet d'avoir une production plus importante. Aussi l'avantage du panneau solaire, c'est que comme ça n'est pas qu'un équipement spécifiquement nautique, la production, ça va aussi bien sur les véhicules, camping-cars, les petits, des chalets de montagne, des camps de vacances, des choses comme ça. Donc du coup, les prix ont tendance à baisser, alors que des appareils strictement spécifiques aux marins, par exemple un hydrogénérateur, il est peu probable que les prix vont beaucoup baisser à l'avenir, parce que ça reste un marché assez étroit. Et que en stricte logique industrielle, il y a peu de chances qu'on atteigne des productions importantes. C'est un petit peu la même chose avec les piles à combustible. Au jour d'aujourd'hui, la pile à combustible a du mal à s'imposer, entre autres pour les raisons dont je parlais tout à l'heure, le carburant qu'il faut stocker, le coût à l'usage qui est élevé. Et ce qui fait que toutes ces raisons-là tendent à limiter la pile à combustible à un marché un petit peu de niche.